marche-tu? Oui. Oui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes nombreux, j'espère que vous passez une bonne soirée. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir pour vous parler, dans ce premier webinaire, de 2 chapitres du livre que j'ai publié ce printemps. Et si on réinventait l'école? C'est un livre pour lequel j'ai eu beaucoup de commentaires. Évidemment, ça fait jaser. C'était un peu l'objectif aussi de faire jaser et de lancer le débat. Et je vais vous parler aujourd'hui des chapitres 12, 19 et 20, puisqu'ils sont intimement liés. On a présenté cette mesure-là comme l'école 4 à 18 ans, donc la prématernelle 4 ans, qu'on retrouve dans le chapitre 12. Et au chapitre 19 et 20, j'explique de quelle façon on pourrait mettre de l'avant de l'école jusqu'à 18 ans. Et comment on peut en faire quelque chose de constructif plutôt que quelque chose de faire quelque chose de coercitif. C'est pas ça l'idée. Tout d'abord, donc je vais présenter l'école, donc la prématernelle 4 ans. Je vais présenter l'école jusqu'à 18 ans. Au fur et à mesure, si vous avez des questions, je vous invite à les écrire tout de suite. Et tout de suite après mes présentations, je répondrai aux questions que vous avez écrites. J'ai mon adjoint, mon associé Martin Baller qui est à côté de moi et qui va intervenir. Donc, pourquoi la prématernelle 4 ans? Il faut dire qu'on a déjà au Québec la maternelle 5 ans qui est fréquentée par plus de 98% des jeunes, alors que n'est pas obligatoire. Il faut se dire, la maternelle 5 ans en ce moment n'est pas obligatoire, mais il y a quand même 98% des petits Québécois qui y vont. Je pense, et on pense, que si on offrait gratuitement la prématernelle 4 ans comme on offre la maternelle 5 ans, sans l'obliger, on aurait un taux de participation qui serait très, très grand. L'objectif derrière ça, c'est de mieux outiller nos jeunes pour qu'ils arrivent en première année avec toutes les chances. C'est d'éliminer les fameux retards et les difficultés que les jeunes peuvent avoir. Les éliminer au complet, c'est difficile, mais on peut vraiment aplanir les difficultés. Et toutes les études le disent, quand on dépiste rapidement les difficultés, qu'on intervient très, 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 très vite, on est beaucoup plus efficace. C'est Égide Royer, le professeur d'université, qui l'a dit, il est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher de faire des enfants forts que de réparer des adultes brisés. Puis je pense qu'il a bien raison quand il dit ça. Donc, l'idée d'offrir une prématernelle 4 ans universelle, mais non obligatoire, ça répond à un besoin, celui de dépister très, très rapidement les difficultés. Évidemment, ça veut dire qu'il faut embaucher des professionnels. Parce qu'on fait simplement que transférer nos orthophonistes, nos orthopédagogues, nos psychologues, nos psychoéducateurs du primaire vers la prématernelle 4 ans, on ne gagne pas grand-chose et puis on enlève des services aux jeunes. Il n'est pas question d'aller vers ça. Dans le livre, je prends parti pour réellement engager des professionnels pour les installer dans les classes avec les professeurs et les techniciens ou techniciennes en éducation spécialisée pour faire de l'observation et du dépistage. Puis ensuite, évidemment, parce que le but, c'est pas d'étiqueter les jeunes, pour ensuite les aider, puis venir pallier à toutes les difficultés. Il y en a énormément de difficultés et on parle de dysphasie, dyspraxie, troubles du spectre de l'autisme. Et une des difficultés qu'on a en ce moment, c'est qu'on a un réseau d'éducation, puis un réseau de santé qui se parle peu ou qui se parle même pas. Et donc, parfois, il y a, particulièrement pour le trouble du spectre de l'autisme, les parents, à force de persévérance, après des fois une année d'attente, finissent par avoir un service via le réseau de la santé, mais ce réseau-là collabore très peu avec le réseau de l'éducation. En entrant les jeunes dès 4 ans dans le réseau, on vient éliminer cette barrière-là, puis on a cette chance d'avoir un professionnel ou une professionnelle qui va être capable de suivre l'enfant et la famille sur plusieurs années. Et ça, je pense que c'est un monde idéal. Il n'y a rien de gratuit, mais comme on le dit, si on pense que l'éducation coûte cher, il faut enseigner l'ignorance. Offrir la prématernelle 4 ans à tous, ça peut coûter jusqu'à 292 millions par année à terme. L'offrir à tous.
pas au compte-gouttes comme le fait le Parti libéral en ce moment, là, qui ouvre 100 classes ou 70 classes par année et qui y va par un système aléatoire de code postal pour savoir qui va gagner à la loto maternelle 4 ans. On pense, et je pense, qu'en 5 ans, le temps d'embaucher des enseignants, de les former, parce qu'il y a un programme de prématernelle 4 ans, le temps d'embaucher des professionnels, le temps de construire des locaux, parce que je sais bien qu'il y a en ce moment des écoles qui débordent déjà sans la prématernelle 4 ans, donc sur 5 ans, on peut l'offrir à tous. Ça nécessite un investissement en infrastructure pour aménager des locaux qui soient capables d'accueillir des petits pits de 4 ans. On estime ça à 277 millions. On va se dire 280 millions, là, dans le béton, dans des abreuvoirs, dans des chaises adaptées pour des petits comme ça, et même aménager la cour d'école pour que les tout-petits aient des modules à leur hauteur, à leur niveau. Et ensuite, une fois que le béton est coulé puis que les meubles sont là, ben c'est à peu près 292 millions par année. Donc, moins de 300 millions par année pour offrir la Cadillac. Offrir, en fait, ce que le Nouveau-Brunswick se paye, ce que l'Ontario se paye, ce que la majorité des pays européens se payent. Alors, est-ce qu'on a les moyens de ne pas investir dans notre jeunesse? Moi, c'est la question que je pose, puis je pense que la réponse, c'est non. On n'a pas les moyens de ne pas investir dans la jeunesse. Nos voisins le font et ils ont des résultats à la hauteur de leur investissement. Ils ont des résultats supérieurs aux nôtres parce que, on le sait bien, quand on dépiste tôt, quand on intervient tôt, bien, les difficultés s'étiolent dans le temps plutôt que de se consolider, de cristalliser des difficultés des jeunes. Il faut dire aussi que quand on parle d'argent, il y a des coûts à ne pas investir. On calcule en ce moment, et c'est des économistes qui calculent que en ce moment, le décrochage scolaire, ça coûte à peu près 1,9 milliard par année au Québec. 1,9 milliard par année. Est-ce qu'on peut empêcher 100% des jeunes de décrocher avec la prématernelle 4 ans? Non, mais on peut réduire fortement le taux de décrochage. C'est sûr, si on commence la prématernelle 4 ans, ce sont des jeunes qui ne décrocheront pas peut-être dans une dizaine, une douzaine d'années, mais il faut être visionnaire. Puis moi, je pense qu'on est dû pour avoir des gens qui s'en vont en politique et qui pensent autrement que sur un horizon de 4 ans. Parce que le développement du Québec, c'est pas de 4 ans en 4 ans, c'est de génération en génération. Donc, ayons l'audace. Je pense qu'il faut se faire ce cadeau-là, d'autant plus que dans l'OCDE, en ce moment, on fait figure de parents pauvres parce que 83% des enfants de 4 ans sont déjà dans le réseau scolaire dans l'OCDE. Nous autres, on fait partie du 17%. Puis c'est-tu drôle? Au Québec, le taux de décrochage est à peu près de 17%. C'est peut-être un chiffre qu'on devrait éliminer de notre langage et de notre culture. Il y a une inquiétude que j'ai entendue souvent par rapport à la prématernelle 4 ans, qui est de dire, ben, à 4 ans, un enfant, ça a le droit de jouer. Ça a le droit d'être un enfant. Il ne faut pas les asseoir là, en randonnion derrière un petit pupitre. Laissons les enfants jouer. Bien, il faut lire le programme de prématernelle 4 ans qui existe déjà, mais qui n'est pas implanté à grandeur du Québec, pour voir que c'est un programme qui est adapté pour les tout-petits de 4 ans. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de stimulation, d'activités comme ça. C'est pas de la scolarisation comme en 5e, 6e année. D'ailleurs, même la maternelle, en ce moment, est une place où on apprend beaucoup par le jeu. Et d'ailleurs, c'est pas de jouer aux apprentis sorciers que d'être vraiment un promoteur de la prématernelle 4 ans, parce que on a peu de classes qui le font, mais on en a. Et pour une fois au Québec, qu'on n'implante pas mur à mur quelque chose sans faire de projet pilote, on l'a fait, le projet pilote. Et il y a une étude, je pense qu'il y a trop de lumière, hein? Il y a une étude du gouvernement du Québec qui a un rapport préliminaire qui dit que le système fonctionne. Un extrait qui dit « Il y a consensus voulant que le document énonçant le programme pédagogique est bien fait, clair, de qualité, qu'il répond aux attentes. » Ça, c'est les enseignants qui l'ont essayé et qui disent que ça fonctionne. Donc, le projet pilote est fait. Il ne reste plus qu'à avoir le courage, la vision, puis d'investir dans nos jeunes. Voilà pour la prématernelle 4 ans. Chapitre 12 du livre. Chapitre 19, on me fait signe. Peut-être avant d'aller sur l'école jusqu'à 18 ans, je devrais répondre à quelques-unes des questions de la prématernelle 4 ans. Donc, je me tourne ici parce que j'ai Martin qui va être votre voix ce soir. Donc, oui. Oui, bonjour. Donc, on a Mme Marie-Josée Aubin qui pose la question. Et pourquoi ne pas laisser ce mandat au CPE
suite à la révision complète de ce système? C'est une bonne question. Pourquoi ne pas laisser ce mandat au CPE? Il faut dire que le système des CPE est un système qui fonctionne bien quand on est dedans. C'est un peu comme les réseaux de la santé. Hein? On passe beaucoup de temps aux urgences. Quand on se fait traiter, on trouve que tout le monde est professionnel, mais c'est long à rentrer. J'ai eu cette chance, moi, mes 2 enfants, donc je suis vraiment pas un anti-CPE, là, mes 2 petites filles qui ont aujourd'hui 10 ans et 13 ans, ont eu la chance d'avoir, à un moment donné, leur place dans un CPE. Ça n'a pas été dès l'âge d'1 an, 2 ans, là, ça a pris quelques années, mais elles l'ont eu. Et je peux le dire, je salue toutes les éducatrices et tous les intervenants du CPE, les contes de fées à Saint-Basile-le-Grand. Chapeau, excellent travail. Par contre, il faut se le dire, si on veut investir vraiment dans des professionnels qui font de l'observation en classe, ça devient extrêmement difficile d'envoyer des professionnels, donc orthophonistes, orthopédagogues, dans tous les CPE. Parce que là, c'est vraiment éclaté, c'est partout. Et si 100% des enfants de 4 ans étaient dans les CPE, encore, ça serait compliqué, mais ça serait difficile, mais ça serait possible. Mais il faut se dire qu'il y a à peu près 30% des petits de 4 ans qui sont en CPE. Ça veut dire qu'il y en a 70% qui n'y sont pas. Et là, ça devient extrêmement, extrêmement difficile donc d'avoir un programme national de stimulation, d'encadrement et de dépistage quand 70% de nos jeunes ne sont pas dans les CPE. Et il y en a 25% qui sont carrément dans aucun réseau de garderie. Aucun réseau de garderie. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des mauvais parents et qu'ils ne sont pas stimulés, mais ça veut dire qu'évidemment, on a des écarts très, très grands quand ils rentrent en maternelle ou quand ils entrent en première année. Donc, voilà pourquoi je propose d'offrir, non pas d'obliger, la pré-maternelle 4 ans à tous. S'il y a des enfants qui ont déjà leur place en CPE et les parents souhaitent les laisser en CPE, on ne sortira pas de force. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de l'offrir. Une autre dame, Mme Lucilla Guerrero, Oui. dit qu'elle aimerait aussi comprendre mieux notre position pour la prématernelle 4 ans. Qu'est-ce qui se passera avec les milieux de garde qui existent déjà? Ben, les milieux de garde qui existent déjà, ils vont continuer d'exister. Comme je dis encore, on forcera aucun enfant à quitter leur service de garde. Je comprends des fois qu'on développe une relation. Il n'est pas question de forcer qui que ce soit là, à intégrer de force la prématernelle 4 ans. On veut l'offrir, tout simplement. Et les milieux de garde, souvent, ça commence des fois à la pouponnière à 6 mois ou à 18 mois et ça se rend jusqu'à 5 ans en ce moment, jusqu'à la maternelle. Bon, ben, ça pourrait continuer de s'offrir jusqu'à 5 ans. Par contre, on peut s'attendre à ce que plusieurs parents fassent le choix, à partir de 4 ans, d'envoyer leurs jeunes dans une prématernelle 4 ans. Ça va libérer des places parce qu'on sait qu'il y a énormément de listes d'attente pour les places en garderie. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas y voir du tout une opposition ou une attaque envers les services de garde. C'est simplement complémentaire. Hein? D'ailleurs, les CPE, c'est pas jusqu'à 6 ans. 6 ans, c'est la maternelle. Et on pense que c'est plus complet. D'ailleurs, 83% des enfants de l'OCDE fréquentent non pas une garderie, mais un réseau scolaire qui appelle prématernelle, preschool. Enfin, il y a tout le temps un nom. Avec des résultats probants. Il faut se fier à ça aussi. Hein? Il faut se fier aux résultats probants. Quand les choses fonctionnent, ben, il faut s'en inspirer. Toujours Mme Guerrero, la question n'était pas complète tantôt. Ah, excusez-moi, j'avais peut-être mal compris. Non, c'est moi qui ai fait en sorte de couper un peu la question. Juste un instant, il faut que je revienne. Là, ça vient de défiler. Dans le fond, on voulait savoir qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui ne sont pas prêts à aller à l'école. Ben, les enfants prêts à aller à l'école, c'est peut-être, on se dit, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui ne sont pas prêts à aller à l'école? On va forcer personne. Je le répète, on va forcer personne. Quelqu'un qui décide de garder l'enfant à la maison peut très bien le faire. Quelqu'un qui décide de laisser l'enfant à la garderie peut très bien le faire. Il faut laisser aussi la responsabilité parentale, le choix. On pense qu'on peut offrir ce service-là et que beaucoup de parents le choisiront. Mais il ne faut pas voir non plus la prématernelle 4 ans comme l'école, comme une scolarisation hâtive, puis dire, ben là, je suis pas prêt à ce que mon enfant soit assis 5 heures par jour sur une chaise sans bouger. C'est pas ça la maternelle, puis c'est encore moins ça la prématernelle. C'est difficile de se l'imaginer parce que, ben, aucun de nous, là, moi qui ai 42 ans, aucun de nous avons vécu la prématernelle 4 ans. On s'imagine que l'école, c'est l'école comme le primaire, mais c'est pas ça le programme.
Et une dame, Madame Anne-Marie Lécuyer, a dit notre province doit faire du dépistage précoce dès 4 ans, comme d'autres provinces au pays, mais aussi il faut dépister et fournir de l'aide sur le long terme pour ces jeunes. Aide peu disponible en ce moment en milieu scolaire. Ah oui, ça, c'est vrai, tout à fait d'accord avec vous, Madame Lécuyer. Je le constate à chaque jour. Je le constatais comme enseignant, parce que moi, j'enseignais 17 ans au primaire, c'est ça mon métier, hein, jusqu'à 2014 même. J'étais titulaire de classe en 5e année, et on a une pénurie de professionnels, il faut se le dire. Et le but, c'est vraiment pas de déshabiller Paul pour habiller Jean, c'est vraiment pas de prendre les professionnels du réseau scolaire pour les orienter en prématernelle. On veut ajouter, donc nous, on prévoit l'embauche de 400 professionnels. Et là, je ne compte pas les techniciens en éducation spécialisée qui accompagnent les profs. 400 professionnels de plus pour aider les jeunes en prématernelle 4 ans, mais je suis d'accord avec vous qu'il faut ajouter des professionnels dans le réseau pour les enfants qui y sont déjà, parce qu'il ne s'agit pas d'abandonner nos jeunes qui sont en ce moment dans le réseau pour tout investir et mettre tous nos œufs dans le développement de la prématernelle 4 ans ou dans les services aux petits. Et Mme Marie-Josée Aubin, la maternelle 4 ans, y aura-t-il un processus de sélection, demande de parents, référence du système de santé, référence du milieu de garde? Est-ce que c'est ça des processus de sélection? Non, en ce moment, on est pris avec ça parce que le gouvernement libéral ouvre des classes de prématernelle réellement au compte-gouttes, mais réellement au compte-gouttes, là, il a ouvert 100 classes cette année, puis je pense que ça prendrait autour de 1800 classes, sauf erreur, pour offrir le service à tous. On voit bien qu'à 100 classes, là, on est loin du compte. Et ça force le gouvernement à utiliser une espèce de système un peu bizarre là, de sélection des élèves par codes postaux, considérant que dans certains codes postaux, il y a davantage d'élèves défavorisés. Nous, ce qu'on propose, c'est à terme, sur 5 ans, de l'offrir à tous. Donc, pas de processus de sélection. Comme aujourd'hui, quelqu'un qui va envoyer son enfant de 5 ans en maternelle, il n'y a pas à essayer de gagner un billet de loterie pour avoir une place pour son enfant. L'école offre une place à tous en maternelle. Bien, on veut que cette place soit aussi offerte en prématernelle 4 ans. En ce moment, le système un peu bancal avec les codes postaux, bien, ça crée des problèmes. Et même, dans le rapport publié en avril 2015, si je ne me trompe pas, en avril 2015, on disait déjà que le système de sélection par code postaux, c'est une erreur, ça pose des problèmes, il y a des iniquités, parce que c'est pas des codes postaux qu'on veut aider, c'est des enfants. Et de dire qu'il y a davantage d'enfants en difficulté dans les milieux défavorisés, c'est vrai, mais c'est pas écrit sur ton T4 là, de ton relevé d'impôt en fonction de ton salaire. Si ton enfant fait de la dysphasie ou un trouble du spectre de l'autisme, c'est des choses qui n'ont aucun rapport avec le revenu des parents et on veut l'offrir à tous. Peut-être une ou deux questions, après ça, je vais continuer sur l'autre thème. Madame Guerrero, toujours, est-ce que ce serait pas mieux de travailler ensemble avec le ministère de la Santé pour la détection précoce des difficultés? Bien, c'est une excellente piste. Madame Guerrero qui dit, est-ce que ce serait pas mieux de travailler ensemble avec le ministère de la Santé? Oui, il ne faut pas y renoncer. Il ne faut pas y renoncer à ce que la main gauche parle à la main droite au gouvernement. Il ne faut pas renoncer à avoir un gouvernement qui est efficace. Je l'ai mentionné tantôt, un des problèmes, c'est que des fois, on est sur une liste d'attente pour avoir un diagnostic ou des services dans le réseau de la santé. Puis quand on arrive dans l'éducation, on change de professionnel. Il va falloir que ces deux réseaux-là se parlent et que le service s'offre en continu. Bien sûr qu'il va falloir continuer. Dernière question rapide de Mme Aubin. Quel est le nom du fameux rapport que vous présentez là, sur les... Le rapport dont je parle s'appelle « Rapport préliminaire d'évaluation maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé » et il a été publié, si je ne me trompe pas, en avril 2015. Voilà. On écrira la référence oui. Par la suite. Là, vous allez pouvoir avoir accès aux vidéos pendant quelques semaines encore là, sur le web. Oui, mais c'est bien de mettre la référence sur la page Facebook. Peut-être un lien vers le rapport qui soit facilement téléchargeable. Je l'ai trouvé très facilement après-midi pour me le remémorer. Puis ensuite, bien, comme Martin l'a dit, le webinaire de toute façon sera disponible ensuite. Je reviendrai sur d'autres questions plus tard. Je vais juste aborder le deuxième thème parce que j'avais bien annoncé le webinaire sur deux thèmes. L'école, donc la prématernelle 4 ans, puis l'école jusqu'à 18 ans ou diplomation. Des fois, les gens retiennent « Ah, l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. Ouais, mais là, si le jeune a son diplôme, qu'est-ce qu'on fait? Puis si le jeune veut pas aller à l'école, qu'est-ce qu'on fait? »
il n'est pas question là, d'envoyer de l'huissier, je vous rassure. Donc, l'école jusqu'à 18 ans ou diplomation, encore une fois, comme la prématernelle 4 ans, quand on va mettre en place, parce que j'ai confiance qu'on va le faire, quand on va mettre en place cette mesure-là, on va simplement faire du rattrapage, parce que d'autres le font avant nous. Ce qu'on veut faire, et ce que j'ai mis dans le chapitre 19 et 20 du livre, c'est d'abord d'avoir un encadrement en orientation professionnelle. Le but, c'est pas de tendre un piège aux jeunes, c'est de bien orienter nos jeunes. Si beaucoup de jeunes décrochent, quittent l'école, c'est parce que ils n'ont pas d'objectif. Ils ne savent pas où s'en aller, ils ne savent pas à quoi s'accrocher, ils se disent, à quoi ça sert de toute manière. C'est très important d'investir dans l'orientation scolaire. Je pense qu'au fil des années, puis malheureusement, il a été victime des coupures ces dernières années sous les deux précédents gouvernements, péquistes et libéraux, les conseillers en orientation ont été nombreux à perdre leur emploi parce qu'ils n'étaient pas protégés par un ratio maître-élève. Les enseignants, ils ont un ratio, puis je ne veux pas remettre ça en question, là, mais les enseignants ont un ratio maître-élève qui les protège des coupures arbitraires du gouvernement, tandis que les conseillers en orientation, il y en a nombreux qui ont été, pas éliminés, mais qui ont perdu leur emploi. Il faut vraiment les ramener et les ramener en force dans le réseau pour qu'ils puissent guider, accompagner nos jeunes, parce que c'est pas vrai que tout le monde veut obtenir le diplôme d'études secondaires régulier. C'est pas vrai que tout le monde doit aller au cégep et que tout le monde doit aller à l'université. Puis il y a de l'avenir pour les jeunes qui choisissent des métiers en formation professionnelle ou des attestations ou des qualifications. Il faut se le dire. Et de mettre nos jeunes en situation d'échec, en leur mettant une pression incroyable pour qu'ils obtiennent le diplôme d'études secondaires, ça rend service à personne, ça les décourage. Des fois, on les place devant un constat d'échec. C'est très important d'avoir une orientation, puis un suivi en orientation, de leur expliquer dès le secondaire 1 et de les accompagner tout le long du secondaire, qu'est-ce qui s'offre à eux, quels sont les métiers, les perspectives d'emploi, puis oui, les salaires qui peuvent s'attendre à toucher. Deuxième chose, il faut le valoriser, le parcours de formation professionnelle et technique. Informer quelqu'un, c'est une chose, mais il faut aussi lui dire que c'est noble, c'est correct. C'est pas nécessairement un plan B dans la formation professionnelle ou en formation technique. Mais là, j'arrive avec l'école obligatoire jusqu'à 18 ans ou diplomation, mais tout ça fait du sens quand on ne le prend pas à la pièce, mais de manière synergique, de manière tout ensemble. On a au Québec pris du retard sur la formation, je le disais tantôt, on est en retard sur la maternelle 4 ans. On a été en retard pour rendre l'école obligatoire jusqu'à 14 ans au début. Et puis après ça, jusqu'à 16 ans. On était parmi les derniers à mettre l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. Et là, il y en a qui nous ont devancé à le mettre obligatoire jusqu'à 18 ans. Mais attention, obligatoire. C'est obligatoire jusqu'à 18 ans ou diplomation. Une fois que tu as ton diplôme, vas-y si tu veux, surtout si tu as un diplôme de formation professionnelle, vas-y sur le marché du travail. Pourquoi on garderait de force des jeunes alors qu'ils ont une qualification, une attestation, une formation professionnelle, un diplôme qui leur permet de gagner leur vie? L'idée là-dedans, c'est d'envoyer un message fort à ceux qui n'ont aucun diplôme, aucune attestation, aucune qualification, et qui ont quoi? 15 ans, 16 ans, 17 ans, puis qui font le choix, non, qui font l'erreur de décrocher. C'est vrai, peut-être parce qu'ils ont été mal diagnostiqués, mal accompagnés, peut-être qu'il y avait de la dyslexie, peut-être que, pas que dyslexie n'amène pas décrochage nécessairement, mais c'est-à-dire qu'ils ont été mal dépistés, puis mal aidés par des professionnels. On l'a dit tantôt, on manque de professionnels dans le réseau. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a diagnostiqué le problème, il faut être en mode solution. Ce que je propose avec l'école jusqu'à 18 ans, c'est de faire passer la barre de 16 à 18. Un parent dont le jeune voudrait décrocher à 16 ans ou à 17 ans devrait demander une dérogation. Et ça, c'est tout simplement un message fort. Ça ne coûte rien. En ce moment, si ton jeune veut décrocher à 15 ans, c'est pas légal. Il faut que le parent demande une dérogation, dire écoutez, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans, mais moi, parent, j'accepte que mon jeune décroche. Bien ça, je voudrais l'amener jusqu'à 18 ans. Mais surtout, je veux que nous, comme société, les enseignants, les parents, les directions d'école,
je veux qu'on se donne l'obligation d'accompagner nos jeunes jusqu'à 18 ans. Donc, en ce moment, un jeune de 16 ans et demi là, qui décroche, la société dit « Tant pis pour toi, nous autres, on t'a amené jusqu'à 16 ans, peut-être jusqu'en secondaire 3 à 16 ans, tu veux décrocher, tant pis pour toi. » Je trouve ça inacceptable. Si un jeune de 16 ans, de 17 ans, fait le choix de décrocher, bien, il faut qu'il y ait une lumière rouge qui s'allume quelque part. Les meilleurs pour dépister puis voir cette lumière rouge, c'est les directions d'école, c'est les parents. Alors, je propose, dans le livre, et la CAQ propose, puisque cette idée-là a été reprise, propose que la direction d'école fasse une référence obligatoire à un des 110 carrefours jeunesse-emploi. On n'entend pas assez parler des carrefours jeunesse-emploi au Québec, mais ils sont assez formidables. Ils font déjà ça, accueillir des jeunes qui sont en difficulté, qui sont en mal d'orientation, qui ne savent pas trop où s'en aller. Ils les accueillent en ce moment, mais c'est ceux qui déjà font le geste de se rendre au carrefour jeunesse-emploi. Ce que je propose, c'est que chaque jeune qui décroche soit automatiquement référé, que quelqu'un, la direction d'école, réfère son dossier au Carrefour Jeunesse-Emploi et qu'il y ait un travailleur social qui ait le dossier et qui dise « Oups, ce jeune-là de 17 ans est ni diplômé, ni scolarisé. Donc, c'est un décrocheur de moins de 17 ans, de 18 ans. Je m'en occupe. Je vais le voir et je lui demande « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as décroché? Est-ce que c'est parce qu'on ne t'a pas informé de toutes les options de formation professionnelle autour de toi? Est-ce que tu as vécu de l'intimidation? Est-ce que tu as besoin, je ne sais pas moi, de travail, d'un accompagnement psychologique? Parce qu'il y a des jeunes, des fois, qui font des dépressions. Il faut d'abord trouver le problème, puis vouloir le régler. Et c'est ça, l'école obligatoire jusqu'à 18 ans ou diplomation. En réalité, c'est un accompagnement serré, jusqu'à 18 ans ou diplomation, en voyant toutes les options qui s'offrent aux jeunes. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui, Martin. On a Brigitte Dubé qui dit que le parcours de formation professionnelle ou technique est noble. En effet, mais actuellement, beaucoup d'élèves EHDAA seraient capables d'aller dans un parcours vers la diplomation DES s'ils avaient un suivi adéquat au régulier, orthopédagogie, orthophonie. Donc, dès le début du parcours scolaire. Il faudra donc travailler en ce sens aussi pour les EHDAA et non juste le parcours professionnel. C'est très vrai, effectivement. J'ai mentionné pourquoi, en allant voir un jeune, pourquoi tu as décroché. Puis j'ai dit, ben, peut-être qu'il faisait une dyslexie, mais j'ai sorti cet exemple-là, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Les EHDA, donc c'est des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le EHDA. Souvent, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de plus de temps, ils ont besoin d'un accompagnement, d'un soutien individualisé, des fois d'un ordinateur, puis ils n'ont pas tous les outils. Il faut les aider. Ils peuvent s'en aller en parcours professionnel, mais pas forcément. Il y en a bien qu'avec des mesures d'aide, de modification, d'adaptation, s'ils le veulent, peuvent aussi réussir leur diplôme d'études secondaires. Ça, je veux pas leur enlever cette possibilité-là. Par contre, il y en a bien qui se cassent le coco et qui se cassent les reins à essayer d'obtenir ce diplôme d'études secondaires parce qu'on ne les a pas aiguillés vers quelque chose qui leur conviendrait mieux et qui leur permettrait de bien gagner leur vie. Et là, je parle des parcours de formation professionnelle. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la question et l'intervention de Mme Dubé. Madame Guerrero, elle, qui dit qu'il pourrait y avoir le choix, par exemple, sur la formation professionnelle sur place. Donc, de la formation dans les lieux de travail, ou un jeune qui a des difficultés avec le français, mais qui devient d'une façon autodidacte spécialiste en informatique, programmation, assemblage. Comment pourrait-on l'acheminer? Bien, l'idée d'avoir des alternances stage-études, je pense que c'est quelque chose qui est porteur, qui est très, très motivant pour les jeunes aussi, parce que des fois, le cadre scolaire, c'est très théorique, surtout, on se met, quand on est jeune, 14, 15, 16, 17 ans, à un moment donné, on a assez des cours, là, des cours magistraux, puis on va aller voir la vraie vie. Il y en a qui vont décrocher, qui vont aller faire l'équivalent d'un stage, vont aller travailler, puis après ça, ils vont revenir pour obtenir le fameux diplôme ou la formation professionnelle. Idéalement, ils ne décrocheraient pas. On ne briserait pas ce lien-là de scolarité. On les garderait avec nous en ayant plus de flexibilité puis en leur permettant de faire une alternance vers les stages. C'est un système qui est à développer. Il faut se le dire, au Québec, ça se fait. Je ne
ne veux pas dire que ça se fait pas, mais ça se fait de manière très variable d'une commission scolaire à l'autre. Et on a tous à changer nos façons de faire parce que, contrairement à ce qui se passe par exemple en Europe et surtout en Allemagne, où le système, on appelle ça le système dual, est très très développé, ici, ni le monde scolaire, ni le monde du travail sont habitués de fonctionner de cette façon-là. Donc, voilà, ça a été très agréable. J'espère que vous avez apprécié cette explication de 3 des 20 chapitres du livre « Ici, on réinventait l'école ». Il y en a beaucoup d'autres, hein, il en reste 17, puis probablement que même sur la prématernelle 4 ans, puis l'école jusqu'à 18 ans, ou diplomation, il y aurait encore bien des choses à dire, mais un peu de discussion ne fait jamais de tort. Je remercie énormément les gens qui ont été présents à l'écoute et ceux aussi qui ont posé des questions, parce que souvent, vous avez posé des questions que bien d'autres se posent, même s'ils ne les ont pas écrites. Merci d'être là et je vous dis tout de suite que c'est le premier webinaire, mais pas le dernier. Le 26 septembre prochain, même heure, 19h30, je vais refaire une autre conférence comme ça. J'espère que vous serez là pour l'écouter, mais aussi pour poser des questions très pertinentes. Le sujet, ben, c'est à voir, c'est à venir. Faites-moi des suggestions. Allez sur ma page de député et faites-moi des suggestions sur quel sujet présent dans le livre. Il y a quand même 20 chapitres. Vous aimeriez m'entendre et on ira avec un des sujets que vous voulez. Si vous souhaitez le réécouter ou le partager, ben n'hésitez pas, partagez-le. On va le mettre en ligne le plus rapidement possible, peut-être ce soir ou alors demain. Donc, merci d'avoir été là. Bonne soirée et mettez ça à votre calendrier. 26 septembre, on remet ça. Merci.